passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre. Non, oui, pour moi, oui. De Zineb Souleimani. Et j'accueille pour la suite de cette matinale Yinka Essie Graves. Bonjour. Vous présentez... Bonjour. Merci. On va peut-être faire la conversation en français, mais Pascal est là, on back-up au cas où il y aurait besoin. Je vous remercie beaucoup, oui. Je ne suis pas française, donc parfois... Mais vous parlez très bien français, très bien anglais, très bien espagnol. Non, donc ce sont des illusions. Oui. On va naviguer entre toutes ces langues parce que ça dit beaucoup de qui vous êtes aussi. Vous présentez votre pièce The Disappearing Act du 18 au 21 juillet à la cour du lycée Saint-Joseph. Et avec vous, on retrouve la danse, et particulièrement la danse flamenco. Vous êtes danseuse et chorégraphe britannique basée à Séville. Votre corps a été traversé par plusieurs techniques de danse avant de vous installer depuis une dizaine d'années, je crois, en Espagne pour apprendre, étudier et créer avec le flamenco. De quoi a été fait ce cheminement vers la danse flamenco pour arriver jusqu'à vous? Merci. Alors disons, je commence, ça fait plus de temps que je suis en Espagne, ça fait presque 16 ans maintenant. Et je découvre le flamenco, disons, la première fois que je prends des cours, c'est en Angleterre, quand j'étais à l'université. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui m'a un peu attrapée, peut-être parce qu'il y avait un élément dans le flamenco qui me paraissait familier, sans même savoir pourquoi. Et parce que peut-être je suis quelqu'un d'inquiète, j'ai décidé de vraiment bouger. Je suis partie de l'Angleterre, je suis allée en Espagne pour un peu découvrir c'était quoi. Et ça me mène ici, disons que c'est un voyage qui n'a pas arrêté. Qui commence juste même, peut-être on pourrait dire. Mais j'ai lu quelque part qu'à l'âge de 8 ans, vous aviez dit la danse jamais. Absolument, parce que je pense que pendant beaucoup de temps, j'étais un peu dans une espèce de bataille entre les connaissances. Je parle français au fait parce que j'ai vécu en Guadeloupe, je suis allée à un lycée français. Et je me rappelle mon headmaster, le directeur, le proviseur. Genre vraiment, c'était une école où tout le monde devait être médecin, je sais pas trop, avocat, tout ça. Et je dansais beaucoup. Je me rappelle quelqu'un m'avait demandé si je voulais danser. Et pour moi, c'était pas une réalité comme profession. Et ça a pris très longtemps pour que j'accepte au fait que je voulais danser. Et même quand je suis allée en Espagne, j'ai continué, j'ai étudié l'histoire de l'art, j'ai continué, je travaillais comme guide. Je pensais que j'allais faire des choses plutôt dans l'art et le journalisme et tout ça. Donc, ça a pris très longtemps pour accepter un jour. Non, on va vraiment... s'autoriser, en fait. Exactement, oui. Alors, depuis 2012, le flamenco est classé patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Mais son histoire reste un peu mal connue. Elle semble faite quand même de mélanges et d'hybridations propres à la terre andalouse où cette danse est née, c'est ça ? Absolument. Ma façon de la comprendre, et peut-être c'est aussi ça le voyage pour moi, parce que j'ai commencé au nord de l'Espagne. Mes premiers cours, c'était à Barcelone. Ensuite, je suis passée à Madrid. Mais de là, j'ai connu la Lupi, qui est basée à Malaga, au sud. Et j'ai vraiment compris que c'était essentiel d'aller en Andalousie. Et c'est là où je découvre une réalité d'un espace qui me rappelle, parce que j'ai vécu aux Caraïbes et en Centre-Amérique dans mon enfance, qui me rappelle à ces endroits où il y a eu une croisée de beaucoup de personnes. Donc, c'est une chose que je sens, au fait, à un niveau presque corporel. Mais en même temps, je connais des gens qui sont en train de faire la recherche de cet espace. Donc, il y a le film Gurumbe Campeones de tu Memoria Negra qu'on va projeter. On va en parler aussi. D'accord. Donc, toute cette expérience me fait comprendre que le flamenco est né dans des espaces urbains. Disons, il y a beaucoup de mythologie autour d'une forme, parce que ce n'est pas seulement de la musique, c'est une forme de communication où il y a la musique, la danse, le chant, le rythme, tout ça, c'est très intégré, disons. Et ça se passe vraiment dans un espace urbain
au milieu du siècle XIX. Je pense que dans la tête des gens, c'est quelque chose que ça fait genre 5 siècles. Que Oui, les plus gens, ils sont ancien que ça, oui. Mais non. Pedro G. Romero, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup sur ça et qui nous aide à penser que, oui, bien sûr, ça prend arrastra, comment ça se dit ça, genre, Racine. ça balaye des choses de son passé, mais c'est forgé dans un espace où un des ingrédients qui est toujours oublié, bien sûr, on doit parler des communautés romanes, c'est genre les grands porteurs Rome, du flamenco. Bien sûr, on parle de la musique andalouse, la musique mora, disons, arabe et juif. Et on ne mentionne jamais le fait que la présence des afrodescendants, esclavisés et aussi non esclavisés, qui vivaient dans ces espaces, dans Séville, à Jerez, à Cadiz, en Huelva, tous ces espaces. Moi, ça m'aide au fait de connaître les États-Unis un peu aussi, la rivière du Mississippi, la rivière du Guadalquivir est un peu comme ça, où on voit que ça apparaît autour de ces espaces où cette population a aussi été. Et tous les contes, disons, écrits sur les expressions musicales et performatives dans ces espaces, il parle toujours des musiques des afro-descendants, au fait. Et c'est seulement au 19e siècle qu'on commence à voir que la communauté gitane reprend cet espace. Donc c'est juste pour dire comment est-ce qu'on peut carrément ne pas mentionner, ne pas parler de cette présence, quand dans les autres espaces où il y a eu ces échanges, peut-être parce que ces communautés, elles continuent à exister, aux Amériques tant latines et nord, aux Caraïbes, c'est impossible de parler de la musique populaire sans donner la place de ce qui a apporté absolument. Mais en Espagne, peut-être parce qu'on ne peut plus voir ces personnes, tant qu'ils sont là, disons, comme antécédents des gens qui sont là maintenant, je pense que ça a été très facile de simplement dire, bon, même pas de mentionner, quoi. Et c'est la question centrale que vous posez dans ce projet, la présence ou l'origine afrodescendante de la danse flamenco. Mais avant de creuser cette question, j'aimerais vous faire entendre une voix. Ah oui, oui. Et ce n'est pas juste une question liée à la géographie, c'est-à-dire à un territoire, simplement un pays, mais c'est de dire on porte une histoire lointaine, une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas d'hier, mais qui est vraiment plus lointaine encore. C'est-à-dire que pour moi, c'est le récit, un récit qu'on n'entend pas ou peu, et que j'essaie de ramener à un présent, sur scène à ce moment-là, en disant ce qui me compose ne date pas d'aujourd'hui. Parce que souvent, on a tendance à sous-estimer, en tant qu'Africain ou afrodescendant, l'héritage même qu'on porte. Mais quand on se rappelle qu'on est des êtres qui portons des histoires tellement profondes et tellement lointaines, aussi bien chronologiquement parlant, mais aussi géographiquement parlant, ça nous donne de la force dans un présent précis. Dorothée Mounianeza. Absolument, une archive France Culture avec la voix de la chorégraphe Dorothée Mounianeza, avec qui vous avez collaboré notamment pour le projet Maille, projet collectif avec plusieurs artistes femmes afrodescendantes. Et parmi ce que dit là Dorothée Mounianeza, il y a cette idée que les corps, et particulièrement les corps des femmes afrodescendantes, sont porteurs d'une mémoire et d'une histoire qui les précède. Et c'est une chose, que vous mettez au travail dans ce projet. Oui, absolument. Merci d'avoir mis sa voix parce qu'elle est toujours présente. On espère qu'elle va venir dimanche, on verra. Oui, absolument. C'est intéressant parce que pour moi, dans cette pièce, disons, c'est le point de partie, le point de départ. Merci. C'est le point de départ, bien sûr, parce que, disons, en ce qui concerne le flamenco, aussi, c'était important pour moi de trouver une autre façon de peut-être venir à cette danse qui à la fin est la danse qui m'appelle à
à communiquer avec le monde dans un sens. Je pense que si je m'étais pas mis dans le flamenco, je ne pense pas que je serais en train de faire du travail. Je ne sais pas si ça De ça a créer du des sens. pièces. Oui, absolument. Mais pour moi, la question elle est plus grande. C'est plutôt une question autour de l'invisibilité, parce que ce que je vois qui se passe dans cette question avec le flamenco, c'est le fait quelque chose qui se passe dans beaucoup de moments historiques jusqu'au présent, où il y a toujours l'idée de qu'on nous erase, on nous efface de l'histoire. des espaces, des histoires, des narratives. Et donc la pièce pour moi, c'est plutôt une espèce de tentative à trouver une agence dans cet espace où on sait que l'invisibilité fait partie de notre d'une réalité. Disons qu'il y a un œil qui va toujours te voir à la moitié, non? Donc pour moi, la pièce, elle va plutôt par là, tant que, bien sûr, au niveau du vocabulaire, c'était intéressant pour moi de voir alors comment je pouvais ouvrir un peu, le flamenco, non? Oui, absolument, oui. Et justement, l'invisible ou la mémoire qui habite cette histoire-là, vous la convoquez aussi, vous racontez souvent cette émotion qui vous traverse à chaque fois que vous vous retrouvez au bord du fleuve, justement, de Guadalquivir, sur le pont de Saint-Elmo à Séville. Vous sentez des présences et vous convoquez des figures, notamment Mademoiselle Lala, de son vrai nom Anne Olga Albertine Brown. Qui est cette femme que vous souhaitiez aussi qu'elle vous accompagne comme ça au plateau? Oui, alors... Je l'ai vu pour la première fois, disons, dans la peinture de Édouard Degas. Et je pensais que la mise en scène, disons, elle était intéressante parce que, bien sûr, elle est connue pour sa grande force et puis cet acte qu'elle faisait où elle se pendait de ses dents. Et cette peinture me permettait un peu de rentrer dans cette question de, pour être vue, il faut être extraordinaire, non? Elle est là, c'est son corps qui prend présence de toute la pièce. On ne voit pas sa tête, on ne voit pas ses yeux, on ne voit pas sa figure, sa personne dans un sens. Et donc je pensais que c'était intéressant peut-être d'essayer de la reprendre, de la réimaginer comme personne qui joue avec cette question de l'invisibilité, quoi. Elle est visible, bien sûr. On est en train de célébrer sa puissance. Bien sûr, on sait que les peintures de Degas, en tout cas, ils sont centrés dans le mouvement et dans l'acte, donc ça c'est bon, mais je me demandais toujours où est-ce qu'ils sont les portraits de cette personne, non? Ça ne nous intéresse pas ce qui elle est, dans un sens. Et donc je l'utilise un peu comme idée, pour ne pas être moi, parce que je pense que précisément, oui, j'ai vu quelque chose qui disait que le travail est très, comment ça se dit, biographique, bien sûr, mais en même temps, j'essaye que ça aille plus loin et que ça soit une question qui n'est pas seulement sur moi. Donc pour moi, c'était intéressant d'habiter cette personne. Et c'est intéressant parce que maintenant, par exemple, au National Gallery à Londres, ils viennent juste de faire une exposition des sketchs de Olga Brown, des photographies d'elle. Et donc ça me paraît incroyable parce que je sais que quand j'ai commencé à travailler sur ce travail, personne parlait de cette personne, elle n'existait pas du tout. Donc j'aime bien sentir que peut-être dans cette question à travers du corps, appeler quelque chose du passé, on est en train d'envoyer des énergies. Je ne dis pas que c'est à cause de moi, pas du tout, mais que c'est intéressant que... Exactement, oui. Ça participe à réécrire ou à rendre justice à une histoire peut-être oubliée. Mais si on revient au flamenco, les ingrédients, on pourrait dire comme ça, communes, sont voilà, le chant, la guitare et la danse. Mais dans votre flamenco à vous rajoutez une batterie, puisque voilà, dans Disappearing Act, vous dansez en compagnie d'abord du guitariste Raúl Cantinzano et du batteur Rémi Graves et de la chanteuse Rosa de Algeciras, pardon pour la prononciation. Et donc c'est une manière d'hybrider encore une fois et de réinventer votre flamenco. Bien sûr, Amine. Dans un sens, pour moi, cette pièce, une autre chose que je voulais faire, c'est comprendre un peu c'est quoi les valeurs qui sont partagées
avec les expressions afro-diasporiques, parce que je comprends qu'il y a beaucoup de choses dans le flamenco, comme le flamenco se pose et se vit dans le corps, c'est très similaire. Je sens que c'est peut-être là où on peut quand même voir ce rastro, cette trace. Voilà, merci. Et donc, c'était important pour moi de non seulement travailler avec des gens qui étaient ouverts à l'idée, parce que dans le flamenco, disons, là, je propose quelque chose qui n'est pas du tout traditionnel et peut-être très conceptuel dans un sens. Et donc, c'était important d'avoir des gens qui allaient pouvoir aussi prêter leur art à cette question. Et Raúl Cantizano, c'est un grand artiste dans non seulement la guitare traditionnelle, mais aussi dans l'expérimentation de la guitare. Et il trouve d'autres sons, il propose une autre manière de venir à la guitare, qui pour moi c'était très intéressant d'avoir ces autres textures. Parfois, on aurait même dit que c'est une cora. Et Rosa de Algeciras, aussi comme chanteuse, peut-être le chant qu'elle fait, c'est peut-être la place la plus traditionnelle dans la pièce, mais par exemple, il y a une romance qu'elle chante, qu'elle a écrit, et ça c'est très rare que les gens ils écrivent des lettres pour les chants, disons, donc c'est vraiment quelque chose fait pour la pièce, les paroles, merci. Et puis, Remy, c'est my sibling, frère, sœur, c'est pas faire, oui, c'est quelqu'un de ma famille, non binaire. Et ça, c'était aussi très important, à part d'avoir cette présence percussive, parce que je comprends que le rythme et cette insistance de voir ça comme une valeur très importante que le flamenco a, c'est absolument central. On ne danse pas avec une sensation d'une musique derrière, on danse carrément avec, à cause du rythme. Et ça, c'est clair dans toutes les musiques afrodescendantes, que ce soit le dub, que ce soit le jazz, que ce soit le cumbia, que ce soit la salsa, disons. Et aussi, Rémi écrit, et poète, écrivain. Je ne sais pas comment ça se dit, non-binaire en français, on utilise comment? Auteur. Ok. Et d'avoir quelqu'un de ma famille, c'était aussi important. C'est très flamenco, ça, d'avoir de l'amour sur la scène, d'avoir du support. Je m'en rappelle, il y a un guitariste, Raúl Rodríguez, qui est merveilleux, qui est dans le film Guru me canciones tu memoria negra. Et il m'a raconté une anecdote d'une danseuse incroyable, Nazaret Reyes. Et il me parlait, sa mère, c'est Juana Maya, et elle était dans les coulisses pendant que Nazaret dansait sur scène à faire ses pas. Et ces gens, dans le flamenco, il y a beaucoup ça. Je viens juste de venir du festival d'Albuquerque avec les grands flamencos. Et tu vois vraiment, ce sont des familles quand même. C'est des gens qui viennent avec leur oncle, avec leur cousin, avec un héritage, un sens que ça vient de derrière. Et pour moi, avoir ça dans l'espace, c'était très important aussi. Disons, de penser des autres valeurs qui font le flamenco. C'est pas seulement une technique, c'est pas seulement une façon de bouger les mains, c'est pas seulement ça, c'est de vraiment proposer une façon de créer que oui. Ça rejoint ce que vous disiez, ça réinscrit dans l'histoire de flamenco la présence afrodescendante de l'histoire de cette danse-là. Entre camouflage et résistance, The Disappearing Act transforme quand même l'acte de la disparition en geste artistique et fait trace comme ça d'une nouvelle mémoire à transmettre. Mais est-ce que vous diriez que dans ce geste, vous cherchez une forme de réparation? Oui, tout ce travail, disons, on a commencé le travail de Disappearing Act avec des improvisations que j'ai fait dans des espaces historiques, parce que, un peu à cause de ce que vous avez mentionné en tant que du pont de San Telmo, où vraiment c'est là où je sens cette sensation qu'il y a une présence que je ne vois pas, une présence qui n'est pas mise sur une plaque. Et j'apprends après que c'est le port où tous les bateaux ils arrivent non seulement des Amériques mais aussi de l'Afrique. Et les personnes esclavisées ils descendaient jusqu'à côté de ce pont et ensuite ils étaient vendus en face à la cathédrale. Quand j'apprends ça, je me dis mais c'est incroyable ça, comment est-ce que j'ai senti ça à un niveau corporel? Et donc ça commence un peu cette question où je dis peut-être que je dois mettre le corps à l'écoute de ce qui est dans ces espaces qui n'est plus là mais qui dans un sens pour moi est vraiment là, comme façon d'aborder cette question de l'invisibilité, donc un matériel qui est un peu abstrait, parce que ça ne vient pas du studio, ça ne vient pas
ça vient vraiment de ces espaces. On est allé au Ghana, ma mère elle vient du Ghana, mais c'est aussi, elle vient de la ville où il y avait les grands forts où les personnes esclavitées elles étaient gardées. Donc j'étais entre Elmina Castle et Cape Coast Castle. Ensuite on est allé à ce pont-là, on est aussi allé à ces espaces de forêt en pensant au marron, au marron. Et donc c'est un peu là que, pour moi, la pièce, elle demande de partir, non? C'est mon point de départ, mais bien sûr, moi je sais, je suis afrodescendante, c'est une réalité qu'on connaît. Ça ne m'intéresse pas de ressouligner ça dans un sens. Ce qui m'intéresse, c'est les façons dans lesquelles on a continué à créer, à aimer, à exister, à être entier. Et donc, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus nuancé, apparaît de cet espace et absolument pour c'est quoi la heal, la restaurer, vous avez dit? La réparation. La réparation, exactement, parce qu'au fait, je pense qu'à la fin, c'est ça qui nous intéresse comme façon d'avancer, non? Et donc aussi cette question d'agence, comme dit Dorothée, dans un sens, oui, quand on n'est pas connecté à ça, c'est très difficile parce qu'on croit le monde autour de nous qui nous dit que ça n'existe pas. Mais de rentrer dedans, ça nous donne une compréhension au fait d'un héritage assez incroyable. Moi, ça me donne beaucoup de force, vraiment. Et donc, c'est un peu de se mettre dedans pour nous donner tous de la force. On va terminer sur ce mot, il me semble important. Merci à vous, Yinka Graves, des Zebrin Act du 18 au 21 juillet, cours du lycée Saint-Joseph à 22h. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Et merci à vous d'avoir été fidèles à ces rendez-vous des matinales. C'était la dernière matinale de la 78e édition du Festival d'Avignon. Bon fin de festival à vous et peut-être à l'année prochaine. Merci à vous.